Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode je vais vous citer les 9 choses que j'aurais voulu connaître et appliquer dans mon aventure fitness. Ça m'aurait permis de faire bien plus de gains si je connaissais toutes ces choses là. Donc j'espère que ça pourra vous servir si vous êtes un pratiquant ou alors même si vous êtes un professionnel. Parce que bien entendu j'ai commis énormément d'erreurs les amis. Énormément d'erreurs qui m'ont coûté des blessures, des gênes, des moments d'arrêt qui bien entendu ont ralenti mon progrès. Et des erreurs que j'ai bien entendu commises en entraînant des clients que je regrette énormément, mais ça fait partie du manque d'expérience et j'espère que vous allez pouvoir en tirer quelques petites choses à appliquer. Je suis un grand fan d'apprendre via ce qu'on appelle via negativa, c'est-à-dire en très simple et très résumé, d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire versus apprendre ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est une très bonne façon d'apprendre. J'ai toujours priorisé cet apprentissage-là, d'où l'intérêt d'avoir des mentors, d'écouter des gens qui ont un peu plus d'expérience parce que ça nous permet d'éviter de commettre les erreurs que ces personnes qui ont un peu plus d'expérience ont commises par le passé ou les erreurs que ces personnes ont commises par le passé. Et je trouve que ça a énormément de valeur et j'espère que ça pourra vous servir. Avant toute chose, je tiens à dire, allez télécharger toutes les ressources gratuites. On a plein de ressources gratuites. Vous me posez souvent des questions, guides sur la perte de poids, sur des articulations, enfin bref. Allez checker tout ça, il y a un lien dans la description. Toutes les ressources gratuites. Profitez-en, c'est pour vous, on les a créés pour vous et il y en a plus qui arriveront par la suite. Avant de vous lister ces 9 choses que je dois mentionner, je suis obligé de parler des news de la semaine et il y a simplement un événement qu'on doit couvrir lors de ces news-là. Eh bien, c'est qu'on doit parler de l'UFC 300 les amis. Si vous n'êtes pas fan de MMA, eh bien, je suis navré. Vous savez que je suis un combattant. C'est mon bagage, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Je pratique moins, mais je regarde de loin, etc. Je pratique toujours un peu de mon côté, mais voilà, ça me fait vibrer quand je vois de bons combats, quand je vois que voilà, la fougue se fait allumer par ces gladiateurs des temps modernes, littéralement. Et on a eu ce week-end l'UFC 300, donc une carte qui était extraordinaire, qui nous avait promis de gros combats. Et la vérité, c'est qu'ils ont délivré le tout. On a eu des combats extraordinaires, je dirais même des combats historique. Donc je vais couvrir 2 combats ici. On a eu à la carte Justin Gaethje contre Max Holloway, un combat extraordinaire, vous allez voir sur toutes les highlights de toutes les chaînes de sport, sur les comptes Instagram, etc. Et on a eu le combat de Poatan Alex Pereira, le Thanos du MMA, et je vais revenir dessus, contre Jamal Hill. Donc extraordinaire, vraiment, ça m'a fait vibrer. J'ai regardé ces highlights, je pense, 20 fois parce que c'était extraordinaire. Donc pour le petit résumé ici, on va couvrir le premier combat de Max Holloway contre Justin Gaethje. C'était extraordinaire parce qu'on a un Max Holloway qui a pris du poids pour passer à la catégorie du dessus. D'ailleurs, un vrai gangster, comme il a annoncé tout ça, il a fait une bonne préparation, il est passé à la catégorie du dessus, contre un tueur, Justin Gaethje, le gars qui paye pas de mine, mais qui met les gens KO, qui est très 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 dangereux, qui sortait d'une victoire par KO contre Dustin Poirier. Et enfin bref, Max Holloway, c'était le underdog, on pensait pas qu'il allait forcément tenir tête de cette façon-là à Justin Gaethje, et on a eu 5 rounds de 5 minutes, 5 rounds extraordinaires les amis. Si vous avez 25 minutes à gagner, parce que ça c'est pas du temps à perdre, c'est du temps à gagner, eh bien voilà, vous voulez vous divertir un peu, allez regarder ce combat, 5 minutes où il n'y a que des échanges, pam pam pam, 2 grands strikers, ça se tape dans les règles de l'art, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs je tiens à mentionner un truc d'un point de vue un peu plus technique ici des choses, c'est que on voit un Max Holloway qui a fait une très bonne préparation. Là il l'a dit, il avait une très bonne préparation pour passer à la catégorie du dessus, et ce qui est intéressant c'est que on voit que le gars a pris du poids, il a pris de la masse, donc il n'a pas justement simplement pris de la masse, il a fait une bonne préparation physique pour être plus musclé et être en forme, et il a maintenu sa vitesse. Et on voit que niveau vivacité, niveau efficacité des coups, niveau vitesse, il était beaucoup plus rapide. Donc encore une fois, ça vient contrer cet argument de se dire, hey, si on prend de la masse, on devient plus lent. Si on passe à la catégorie du dessus, eh bien on devient plus lent. On voit que le gars avait vraiment un avantage. Donc tout ça pour vous dire que ce sont 2 qualités que l'on doit séparer et on doit garder ça en tête en tout temps. Okay, donc on peut être bien entendu prendre plus de masse et être vif, être rapide. Et c'est bien ce que Max Holloway nous a prouvé. Enfin bref, Max Holloway a vraiment dominé sur les 5 rounds contre Justin Gaethje, qui n'est pas une tâche facile à faire. Et lors des 10 dernières secondes, le gars, il est en train de gagner. Alors normalement, pour ceux qui ne sont pas familiers un peu avec les sports de combat, tu es en train de gagner, tu as massacré le gars pendant 5 rounds, tu vas pas prendre de risques. Surtout pas un MMA où un coup, ça peut être fatal, tu peux tomber. Normalement, tu te mets un peu en retrait, tu laisses le temps passer, bam bam bam, le gong a sonné et bon, t'as gagné ton combat et t'as pas pris de risque. Et là, le gars il dit non, il reste 10 secondes avant la fin, il pointe au milieu du ring, il dit viens, on se tape maintenant, on se tape pendant les 10 dernières secondes. Et là, bam bam bam, des gros échanges, coup en bas, overhand en haut, un gros crochet en haut qui tape sur la tête de Justin Gaethje. Et à 1 seconde littéralement de la fin,
Justin Gaethje tombe KO sec. Donc il gagne le combat par KO à 1 seconde de la fin. C'était historique, les amis. Est-ce que vous sentez les frissons quand je vous raconte ça? C'était extraordinaire. Donc je vous invite à aller regarder ça. Encore une fois, vous allez retrouver sur tous les highlights de tous les comptes de sport. Encore une fois, parce que c'était tellement historique. C'est littéralement, ça rentre dans l'histoire du MMA. Et bref, je vous invite à aller regarder ça parce que ça en vaut vraiment la peine. Et ensuite, on a eu le deuxième combat de Alex Pereira, combattant brésilien qui marque l'histoire également dans l'UFC parce qu'il a combattu, je crois, 5-6 champions avant lui, qui vient du kickboxing à la base, et il a combattu ces champions, il les a mis KO. Enfin bref, le gars il arrive en 8 combats, 9 combats, il en a perdu un contre Izzy, contre Israel Adesanya, et bref, le gars il fait peur à tout le monde. C'est littéralement le Thanos du MMA, les amis, Thanos du MMA. Même les Avengers peuvent pas l'arrêter, et c'est un personnage. C'est assez intéressant de voir d'un point de vue marketing à quel point les Américains l'aiment, à quel point il arrive à avoir une prestance si importante malgré le fait qu'il ne parle pas. Le gars, littéralement, il ne parle pas, et il ne parle pas un mot d'anglais. Il abuse d'ailleurs. Alex, on va faire des petits cours ensemble parce qu'il faut apprendre un peu l'anglais, ça va t'aider d'un point de vue marketing. Normalement, si tu parles pas anglais, c'est un peu compliqué d'un point de vue carrière UFC. Il n'y aura pas de hype autour de toi, mais le gars, il est tellement dangereux qu'au final, c'est devenu une superstar. Et lors du combat, Jamal Hill avait parlé super mal, bien entendu, la hype des combattants. À chaque fois, on fait du trash talk. Et lors du combat, ça commence, il jauge un peu la distance, etc. Il donne pas vraiment de coups, des coups en bas, juste pour checker un peu la distance. Et il reçoit, donc Alex Pereira reçoit un coup dans sa coquille. Et là, il y a l'arbitre qui vient, et ça, c'est une scène encore une fois mythique et historique. L'arbitre vient pour stopper, parce que quand on reçoit un coup dans les parties intimes, eh bien, on a le droit de prendre une pause. Et là, Alex ne quitte pas son adversaire des yeux, directement, il met sa main. J'essaie de mettre la vidéo ici. Il met sa main genre à l'arbitre, il dit non, là, laisse-moi continuer là, je suis en train de cuisiner. Hold up, son. Hey, back off, I'm cooking here. Et là, pam, littéralement, 30 secondes après, un crochet / uppercut, et le gars il tombe KO. C'est trop gangsta, c'était trop gangsta. Il y avait 2 combats là, les gars ils étaient trop gangsta. Entre Max Holloway et Pereira, c'était vraiment trop gangsta. Les amis, j'ajuste juste mon micro ici parce que je vois là qu'il me fait des scènes. Voilà. Donc les amis, je vous invite à aller regarder cette carte. En tout cas, ces 2 combats, ça vaut la peine, c'était extraordinaire. Et 2 gros combattants. Quoi qu'il en soit, les amis, passons à l'aspect technique des choses. Maintenant qu'on a couvert les news de la semaine, vous voyez, c'est la hype ici. C'est la hype, les amis. Alors, première news, je me suis perdu carrément. Première chose que je voulais mentionner ici, comme je l'ai dit, je vais partager avec vous les choses que j'aurais voulu connaître qui m'auraient énormément servi dans ma carrière. Je vais les citer et je vais essayer de donner à chaque fois petite historique, petite explication, en espérant que ça pourra vous aider. Donc, la première chose que j'aurais voulu savoir lors de ma pratique de musculation, prépa physique de manière générale pour le développement athlétique, c'est de connaître le phénomène de l'intention, de toujours y mettre la bonne intention. Vous m'avez déjà entendu parler de ça plusieurs fois, mais vraiment j'insiste là-dessus parce que ça fait toute la différence. Je vais parler déjà d'un point de vue professionnel. Moi, en tant que coach sportif, en vous donnant un petit historique, je me rappelle que lorsque je me suis attardé sur la science des choses, eh bien, je m'attardais uniquement sur le côté objectif, ok, les datas, ce que les études nous disent. Je vois, ok, est-ce que tu as les capacités articulaires pour faire le mouvement? Très bien, le mouvement est validé, tu peux le faire. Et je me rappelle que je regardais le tout uniquement à travers le côté objectif des choses. Et ça m'a porté défaut. Et c'est pour ça que je m'énerve un peu sur ces gens qui sont très data-driven, qui s'attardent uniquement sur ce que la recherche dit, etc. Parce que j'étais l'une de ces personnes. Donc à chaque fois que je critique tout ça, c'est parce que j'ai vu à quel point ça m'a porté défaut et j'ai su me remettre en question. Et je pense que beaucoup n'ont pas la capacité de se remettre en question. Et c'est l'une de mes forces parce que voilà, c'est ce qui permet d'évoluer. On doit toujours se remettre en question pour pouvoir évoluer. Enfin bref, pour le petit historique, je me rappelle qu'à l'époque, je me disais, ok, j'évaluais les articulations de mes clients. J'analysais le tout contextuellement. Est-ce que le client peut faire X ou Y exercice? Et je me rappelle que lorsque mes clients me demandaient où est-ce que je dois sentir, qu'est-ce que je dois sentir? Et moi je me rappelle, je disais, c'est pas grave, fais juste la répétition. Enfin, si t'as un squat, tu descends et tu montes. Si t'as un développé couché ou peu importe, un exercice pour les triceps, tu fais juste le mouvement. Fais le mouvement. Est-ce que tu peux faire le mouvement? Est-ce que tes articulations peuvent se mettre dans la position? Oui, ben alors fais-le. Et je pensais que simplement en faisant ça, on allait avoir des gains. Et c'était que plus tard que j'ai compris que c'était une grosse erreur. Okay, il ne suffit pas simplement de descendre et monter la barre. Pas simplement le côté vitesse, on va parler de ça dans un instant, qui est relié encore une fois à cette idée d'intention. Mais le fait que, hey, tu as envie de te concentrer, tu as envie de comprendre ce que tu es en train de faire. Okay, je le répète à chaque fois,
la compréhension précède l'exécution. Donc tu as envie de sentir, ok, cet exercice-là, il est censé développer ce muscle-là. Et j'utilise cet exercice-là afin de développer ces tissus-là principalement. Donc j'aimerais essayer de recruter ces tissus au maximum. Je vais essayer d'y mettre la bonne intention. De cette façon, je vais placer de la tension sur les tissus que j'aimerais principalement solliciter. Okay. À l'époque, le fameux Mind-Muscle Connection, la connexion cerveau-muscle qui était prêchée par les bodybuilders, mais bien entendu, moi aussi, je croyais que c'était un truc wou-wou, c'était de la bro science, que c'était n'importe quoi. Mais en fait, non, ça fait toute la différence. Et souvent, aujourd'hui, vous allez entendre les gens dire, oui, cet exercice, c'est un mauvais exercice pour moi parce que j'ai pas la longueur des fémurs. J'en ai parlé durant le dernier épisode, etc. Et au final, ce sont des excuses parce que vous ne vous êtes pas attardé sur cette science-là. Et j'ai été victime de ça. Donc, encore une fois, ça vient ici un message avec le cœur en espérant que vous allez pouvoir appliquer le tout de la meilleure des façons. Mettez-y de l'intention. Quand vous faites votre développé couché, vous le faites principalement pour vos pecs, ajuster la position. Il y a l'aspect position, l'aspect technique à prendre en considération. Et ensuite, j'aimerais sentir principalement mes pectoraux, okay, quand je fais l'exercice. Pareil, quand vous faites des pompes, vous pourrez très bien faire des pompes en biaisant le signal, en l'envoyant un peu plus sur vos pectoraux, en l'envoyant un peu plus sur vos triceps. Et ça bien entendu, la position va affecter le tout. Mais au-delà de la position, il y a vraiment l'intention. Donc, si je fais une pompe, par exemple, où je descends simplement et je monte, vous voyez, bam, là, je vais solliciter principalement un peu plus mes épaules et mes triceps que mes pectoraux, par exemple. Okay. Maintenant, mais si je fais une pompe, toujours avec le même positionnement, il n'y a rien qui change, et que lors de la montée, je cherche à ramener mes mains vers l'intérieur. Donc l'intention de ramener mes mains vers l'intérieur versus tout simplement pousser vers le bas. Bien entendu, vous allez monter et descendre. Donc ça, de facto, ça va arriver. Mais vous allez recruter plus vos pectoraux lorsque vous faites cet exercice-là. Donc vous voyez que, encore une fois, l'intention va dicter le recrutement des tissus que vous allez solliciter. D'accord ? Et c'est comme ça que vous allez les développer. Si vous ne les recrutez pas, vous n'allez pas les développer de la meilleure des façons. Donc en manipulant, comme je l'ai dit, la position, la technique et avant tout l'intention, vous pouvez changer énormément de choses. D'un point de vue de développement athlétique, c'est exactement la même chose. Vous voulez développer votre vitesse, eh bien, il y a des critères à garder en tête. Okay. Il faut mettre l'intention de bouger le plus rapidement possible. Vous voulez développer votre force, il faut utiliser des charges conséquentes, mais il faut mettre l'intention, encore une fois, de bouger la barre le plus rapidement possible, même si elle va bouger lentement. Ça fait partie du jeu, c'est ce qui va permettre à votre système nerveux de dire, hey, tu vois, je vais recruter les soldats les plus compétents pour faire le taf. Alors que si vous ne procédez pas de cette façon-là, par défaut, votre corps va se dire, hey, moi je suis paresseux, je vais pas utiliser les trucs les plus compétents à l'heure actuelle. Je vais voir si j'arrive à m'en sortir avec les trucs, avec la dose minimale, le moindre effort. Okay, c'est comme ça que votre corps fonctionne. Donc, mettez-y l'intention, croyez-moi, c'est un truc que je regrette énormément d'avoir partagé avec mes clients. Et ce n'est que plus tard que j'ai cherché à récolter des informations en disant, ok, est-ce que tu le sens là ? Est-ce que tu sens bien là ? Ouais, je sens bien là. Ou non, ok, on essaie d'ajuster ça. Est-ce que tu sens mieux là ? Et au final, peut-être que même on se dit, écoute, t'arrives pas à ressentir le tout avec cet exercice-là, on peut changer d'exercice, ok ? Mais encore une fois, tout ça, c'est pour relier le tout aux facteurs subjectifs, très 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 important. L'intention va énormément vous aider. Deuxième point que j'ai noté ici, c'est d'inclure du travail de tirage unilatéral et du travail bas du corps, donc travail sur les jambes unilatéral. Alors moi, je viens de l'époque où c'était très très négligé. Le travail de tirage unilatéral, le seul tirage unilatéral qu'on faisait, c'était du tirage bûcheron, je crois qu'on appelle ça comme ça en français, le 3-point row en anglais. Donc simplement le tirage avec une haltère, on a le buste penché. Et c'était le seul tirage qu'on faisait. On ne faisait aucun tirage vertical ou semi-vertical avec un bras. Et je pense avoir essayé de partager ça depuis des années. Si vous regardez ma chaîne YouTube, il y a des vidéos que j'ai faites par le passé en mettant l'accent dessus. Souvent, ce qui se passe lorsqu'on n'utilise que du tirage bilatéral, c'est qu'on aura toujours un côté plus fort que l'autre, une dominance d'un côté ou de l'autre, un côté qui va se fatiguer plus rapidement que l'autre. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça crée des asymétries par défaut. Et c'est totalement normal d'avoir des asymétries parce que notre corps n'est pas totalement symétrique. Okay, c'est ce qu'il faut garder en tête. Et nous, on aimerait corriger le tout. Pourquoi j'ai insisté sur le tirage ? Parce que je pense que d'un point de vue exercice de poussée, de manière générale, je pense que l'industrie a fait un bon taf à promouvoir le fait d'utiliser des haltères. Donc on a nos poids libres où on va pousser plutôt, voilà, on n'a pas seulement la barre ou la barre guidée, d'accord ? On a des haltères, on fait le développé couché haltère, c'est assez commun. Donc voilà pourquoi j'ai pas insisté là-dessus. On le faisait quasiment tous déjà. Et le travail de jambes unilatéral, j'insiste vraiment là-dessus. Moi je suis très à cheval dessus depuis des années. C'est d'ailleurs pourquoi on a de très belles performances selon moi et mes athlètes sur tout ce qui est fente,
fente arrière, fente bulgare, etc. On met des charges que beaucoup n'arrivent pas à porter parce qu'on a vraiment mis l'accent dessus et on voit le transfert sur nos capacités athlétiques, sur les sprints, sur les sauts, etc. Alors que dans l'industrie, c'est squat, bench, deadlift. Okay, donc on fait du deadlift, on fait du squat pour le bas du corps, des positions bilatérales, c'est très 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 bien. On l'utilise également, mais je pense que c'est intéressant d'inclure du travail unilatéral et pas que unilatéral avec au poids du corps. Moi je rigole encore une fois à chaque fois que je vois dans les pages de fitness influenceurs de faire des fentes marchées, les walking lunges au poids du corps. 20 pour finisher. Moi littéralement avec les charges que je prends en fente et l'habitude que j'ai de travailler en unilatéral, je pense que je fais des fentes marchées pendant 3 km. J'exagère ici, mais encore une fois, vous l'aurez compris, pour que j'ai vraiment une stimulation, il faut y aller parce que j'ai rendu ces exercices, j'ai ramené le tout à un niveau plus élevé parce que j'ai vraiment mis l'accent dessus. Et du coup, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour moi. Okay, une fois qu'on élève son seuil de compétences, forcément, la base et poids du corps, ça devient très simple. Donc ne négligez pas ça les amis, surtout avec des charges élevées. Moi j'invite les plus avancés à travailler avec du travail pour le développement athlétique de 5 répétitions. Pour les plus avancés, on va vraiment chercher même le 3 à 5 répétitions sur du travail unilatéral. Mais en tout cas, le 4 à 6 répétitions, c'est vraiment une rangée que j'aime beaucoup pour le travail unilatéral, fente arrière, fente bulgare, etc. Ça va énormément vous aider, vous allez voir le transfert sur vos capacités athlétiques. Ensuite, troisième point que j'ai noté ici, c'est de varier les angles de travail pour les exercices. Ça vraiment c'est un game changer. On est souvent coincé en exercice prédéfini, comme je l'ai dit, le développé couché, le tirage, le lat pull down classique ou le tirage bûcheron. Mais il y a plein d'angles entre tous ces angles-là, ok? Donc, vous voulez varier tous ces angles-là, vous voulez varier le positionnement de vos épaules dans l'espace lorsque vous faites vos exercices de tirage et vos exercices de poussée. Et malheureusement, ce qui se passe dans l'industrie, c'est qu'on vous a figé dans ces normes en disant, hey, là, c'est juste, vous voyez des petites vidéos, on vous met un vue et on vous met une croix. On dit cette position là pour les coudes c'est juste, mais l'autre position c'est pas juste, alors qu'en fait c'est faux. On va simplement viser des lignes de tissu qui sont différentes, à condition encore une fois de pouvoir vous mettre dans les positions sans gêne, sans douleur. Si vous avez les compétences au niveau articulaire pour vous mettre dans ces positions, eh bien vous allez en tirer les bénéfices et vous allez travailler légèrement sur différentes lignes de tissu. Pour ceux qui font mes programmes, eh bien vous savez de quoi je parle. Il y a un concept que je partage dans tous mes programmes, que j'ai partagé avant tout dans mon programme Mentorship pour tous les professionnels du sport et de la santé. Et c'est un game changer. Donc varier les angles de travail, c'est très 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 important d'un point de vue développement. Okay, et d'un point de vue aussi, au-delà de ça, d'un point de vue combattre la stagnation. Okay, c'est ce qui nous permet d'éviter ce qu'on appelle l'accommodation. Le corps, au bout d'un moment, il va s'adapter. Il s'adapte. Hey, tu as fait du développé couché, tu as travaillé sur cet angle-là. Très bien. Okay, maintenant, il s'est adapté. Okay, votre corps, il a 3 solutions à chaque fois. Okay, il va soit s'adapter, c'est-à-dire qu'il va devenir meilleur, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc la deuxième solution, c'est qu'il va stagner. Et la troisième, c'est que ça va exploser. Il y a trop d'énergie qui rentre. Le corps a pas assez de temps pour aller dans la bonne direction. Et bien au bout d'un moment, il y a un truc qui lâche. Et c'est pour ça que lorsque vous faites vos développés couchés, je prends un exercice au hasard ici, d'accord, tu fais des gains. Et au bout d'un moment, ça stagne. Tu n'arrives plus à monter, tu n'arrives plus à faire plus de répétitions. Et tu continues, tu forces parce que tu te dis, je vais continuer à le faire. Développé couché, squat, vous contextualisez ça comme vous le souhaitez. Et au bout d'un moment, tu continues. Ah, j'ai mal à l'épaule. Ok. Ah, en fait, je force encore un peu. Aïe, j'arrive plus rien à faire avec mon épaule. Vous tombez tous dans ça. Ok. J'étais victime de ça, bien entendu. Donc, variez les angles de travail. Ce qui m'amène directement au 4e point, qui est de cycler vos entraînements. Tout fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Okay, donc le but de l'entraînement vraiment c'est de combattre l'accommodation, c'est de combattre ce phénomène où le corps s'adapte. Au bout d'un moment quand le corps s'adapte, on doit lui donner une nouvelle stimulation et c'est là qu'on va changer les exercices, on va changer les angles de travail, on va changer la stimulation au niveau de l'intensité qu'on a utilisée éventuellement, etc. Okay, et à partir de là, eh bien, vous allez continuer à aller dans le progrès constamment. Et c'est pour ça que c'est intéressant avec mes clients par exemple qui travaillent avec moi depuis des années, qui se disent c'est fou Kev, à chaque fois qu'on commence la première semaine du nouveau bloc d'entraînement, de la nouvelle phase d'entraînement, eh bien, c'est toujours dur. Bah oui, c'est toujours dur parce que je vais toujours challenger ton corps légèrement différemment, mais toujours avec cette subtilité d'avoir un entraînement qui est cumulatif. C'est-à-dire que tout est basé sur ce qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que tu as les prérequis pour faire ce qu'on va faire maintenant, d'accord ? Il y a une espèce de chevauchement, mais tout en te stimulant légèrement différemment. C'est ce qui fait que c'est dur et c'est ce qui fait qu'on est constamment dans le progrès toute l'année. Ensuite, le 5e point que j'ai noté ici, c'est d'inclure du travail de maintenance articulaire. Ça, c'est très important. Que vous vouliez développer vos articulations, c'est un truc.
Pour la plupart des gens, eh bien, c'est un truc que vous devriez faire, bien entendu, parce que vous êtes limité. Mais pour beaucoup, simplement accorder ce temps de maintenance à vos articulations, c'est un game changer. On a tous deux petites articulations qui nous gênent, qui nous limitent dans notre développement. Peu importe de quel développement on parle, esthétique, athlétique, etc., etc. D'accord ? Donc, on aimerait inclure un certain temps dans la semaine, j'aurais tendance à dire 2 à 3 fois minimum, des séances ou des exercices qui peuvent être même mis au sein de notre séance de base où on va s'attarder sur ce que j'appelle les drapeaux rouges. J'en ai déjà parlé dans différents épisodes, des épisodes dans lesquels j'ai été invité également, mais vous vous dites, ok, moi mon tendon patellaire c'est ce qui me gêne. Ok, je vais faire du travail sur mon tendon patellaire, je vais le faire 2-3 fois dans la semaine. Tous les athlètes avec qui je travaille, on fait ça, ok. On essaie d'inclure ce travail de maintenance, il est très 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 important. C'est ce qui nous permet de viser la longévité. Et la longévité, c'est ce qui nous permet vraiment d'avoir des gains, parce que le but c'est ça, c'est de garder un truc qui est soutenable sur le long terme, parce que il n'y a que sur le long terme qu'on arrive à avoir des résultats. Ensuite, ce que j'ai noté ici, point numéro 6, c'est d'inclure du travail d'isolation, même pour le développement athlétique. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai toujours été axé sur le développement athlétique, j'ai jamais été sur les chaînes Go Muscu, etc., que de l'hypertrophie. Mon but ça a toujours été de courir plus haut, sauter plus vite, taper plus fort, comment on peut mettre des KO en s'entraînant à la salle. C'était ça. Moi, je viens d'un bagage athlétique, je viens pas d'un bagage go muscu, mais j'ai dû, bien entendu, développer toutes mes connaissances sur tous les aspects parce que je pense qu'on peut tout allier et je pense l'avoir prouvé, bien entendu, ici. D'ailleurs, je dois faire un meilleur taf à me mettre en avant parce qu'à chaque fois que les gens me voient, ils me disent, ok, en fait, t'es plus grand que ce que je voyais. En fait, t'es plus costaud que ce que je voyais. Je sais pas me mettre en avant. On m'a toujours dit ça. On dit, Kev, t'as l'air plus petit, mets ta caméra correctement. Bref, les gars, bientôt, on va enlever les sapes et vous allez voir. Non, je rigole, mais je rigole pas trop. Quoi qu'il en soit, le travail d'isolation, c'est très diabolisé dans le monde du développement athlétique. On dit non, il faut pas faire les biceps. Les biceps, ça sert à rien. Les triceps, ça sert à rien. Les épaules, l'isolation, ça sert à rien. Il faut juste faire des exercices polyarticulaires parce que c'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est vrai que on devrait accorder la plupart de notre temps pour le développement athlétique sur ce genre d'exercice parce que c'est ce qui va nous donner 80% du rendement. Mais on a quand même ce petit 20% qui est négligé et qui pourrait être maîtrisé ou perfectionné en incluant du travail d'isolation. Alors on aura les gains esthétiques bien entendu, donc si vous voulez développer une partie qui est un peu plus faible, eh bien peut-être que vous n'allez pas pouvoir la développer sur des exercices des exercices polyarticulaires. Pour certaines personnes ça va bien fonctionner. Okay, certaines personnes font du développé couché, des squats, des deadlifts uniquement et ils arrivent à avoir des épaules, des trucs, etc. Tout. Mais pour vous peut-être pas. Alors c'est l'occasion de choisir des exercices d'isolation qui vont vous permettre de cibler exactement ces muscles que vous voulez développer. Okay. Maintenant même d'un point de vue performance, vous voulez devenir plus fort, peu importe ce que c'est, eh bien il faut vous dire la chose suivante. Quand vous faites un exercice polyarticulaire, il y a plusieurs articulations, donc plusieurs groupes musculaires qui vont être inclus dans le mouvement et qui vont travailler lors du mouvement. Et il y a bien entendu un groupe musculaire en particulier ou deux groupes musculaires qui vont être plus sollicités. Okay, c'est ceux qui vont faire la majorité du travail, qui vont faire 80% du travail ici. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque vous atteignez l'échec lors de l'exécution de X ou Y exercice, eh bien ce sont ces groupes musculaires qui ont cette position dominante qui vont dicter la fin de l'exercice. Donc en gros, imaginons qu'on ait plusieurs exercices, on ait 3 groupes musculaires inclus dans un exercice. Et au final, c'est lorsque un exercice a vidé complètement son réservoir d'énergie que l'exercice s'arrête. Mais les 2 autres groupes musculaires, eux, ont encore de l'énergie dans leur réservoir. Par conséquent, pour développer ces groupes musculaires, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit vider cette barre d'énergie, d'accord ? On doit vider le réservoir pour pouvoir développer le tout. Parce qu'on sait, c'est le seul moyen de le faire, c'est de ramener ces muscles à proximité de l'échec pour pouvoir envoyer ce signal, cette stimulation qui va dire à notre corps, hey, j'ai envie de plus de ça, plus de force, plus de tissu, plus de muscles, etc., etc. Okay, donc l'idée c'est que ces exercices d'isolation sont complémentaires, c'est quelque chose que l'on doit inclure. Et bien entendu, ça a été diabolisé par le fait que on a voulu nommer ça sous le nom functional training, donc entraînement fonctionnel, qui ne veut absolument rien dire. J'en parle depuis 2018, les amis, bien entendu. Donc je vous invite à aller écouter tout ça. Mais ne négligez pas ça, c'est un de mes plus gros regrets également. Le point numéro 7 que j'ai nommé ici, c'est
de ne pas négliger les petites choses. J'aurais vraiment voulu savoir ça. Alors, dans l'industrie du fitness, on pense qu'on doit faire des trucs de ouf à chaque fois. Toujours des trucs de ouf, toujours des exercices plus farfelus, toujours des méthodes plus avancées, toujours des techniques de perte de poids qui sont très complexes et qui requièrent un savoir de ouf. Alors que non, en fait, les grandes choses sont créées grâce à de petits changements. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Je prends l'exemple de la perte de poids, je me tue à le dire à chaque fois. À l'époque, je me rappelle que pour perdre du poids, eh bien, je faisais des trucs drastiques également. J'avais pas les connaissances. Donc je passais de manger n'importe quoi ici, mes céréales et mes chocolats, etc., à manger qu'une salade. Okay, je mange une salade à midi et le soir je mange une pomme. Okay, et je me dis, je fais un truc de ouf là, je perds du poids. Et j'ai déjà expliqué pourquoi. Ce n'est pas la bonne solution, bien entendu, mais on va pas revenir dessus. Mais l'idée est que, en vrai, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, ok, ma base c'est ça. Ok, voilà ce que je consomme à l'heure actuelle. Voilà comment je m'entraîne à l'heure actuelle. Ok, ce que je consomme, eh bien, je vais essayer de diminuer un tout petit truc. Un truc. Je vais choisir un truc. Je bois 3 canettes de coca par jour. Je vais passer à 1,5 canette. Est-ce que c'est faisable? Ça a l'air faisable pour la plupart des gens. Ok, 1,5 canette, juste ça. Ok, l'entraînement. Je faisais 0 entraînement par semaine. Ah, je vais m'entraîner 5 fois. Non, non, non. Tu vas t'entraîner 2 fois. Est-ce que tu arrives à t'entraîner 2 fois? Cool. Oh, je vais aller courir tous les jours, tous les matins, 30 minutes à jeun. Non, non, non. Hey, augmente tes pas de 30%. Bam. Des petits trucs comme ça. Et c'est des petits trucs comme ça qui vont faire des gains. Parce que ces gains, ils vont s'accumuler, ils vont s'empiler. Et les petites victoires mènent aux grandes victoires. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aurais voulu connaître plus tôt. Donc, ne négligez pas ces petites choses-là. Marcher, manger un peu moins, ok, mettre la bonne intention. Tous ces trucs que j'ai mentionnés là, c'est ce qui vous permet d'avoir vraiment des gains. Le point numéro 8 ici, c'est à inclure du travail de mobilité. Donc je pense que c'est clair pour vous ici, du travail articulaire. Je pense que c'est un truc qui n'est pas à négliger. Au-delà de la maintenance, je dirais que d'un point de vue de développement articulaire, mais j'ai déjà parlé de ça en long, en large. Ça m'aurait coûté, ça m'aurait évité des blessures, bien entendu. Et le dernier point que j'ai mentionné ici, c'est de ne pas considérer l'entraînement comme une punition. Et une simple façon de brûler des calories. Alors moi j'étais victime de ça. Et je pense qu'en tant que combattant, on est beaucoup à être victime de ça. On mange, on se goinfre, et ensuite on se dit, oh, je dois aller me punir, je dois aller brûler les calories que j'ai consommées. En fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de développer une mauvaise relation avec l'entraînement et avec la nourriture. Okay, donc, littéralement, on parle de troubles du comportement ici en relation à la nutrition. Okay, donc, faites attention à ça. Il faut vraiment vous débarrasser de cette idée-là. Ce n'est pas une punition. Il faut voir l'entraînement comme quelque chose qui nous permet de construire plus. Et ça a été vraiment un game changer. Je l'ai abordé plusieurs fois, mais je me tue à le répéter parce que je pense que ça vaut la peine d'être répété. Donc, on voit l'entraînement comme un truc qui nous permet de construire plus, de construire plus de force, de construire plus de tissus, des tissus plus résilients, des tendons, des tissus conjonctifs plus résilients, etc. Vous l'aurez compris, ok? C'est ce qui, ensuite, va nous permettre de développer également notre métabolisme. Je l'ai déjà dit, notre métabolisme est également dépendant de tous ces tissus-là, d'accord? Donc on construit plus de tissus qui sont métaboliquement actifs, c'est ce qui va nous rendre plus performants. Okay. Également un cœur qui est plus performant, c'est ce qui va nous permettre de brûler des calories au repos plus facilement. Okay. Et on veut se détacher complètement de cette idée de brûler des calories. Et ça c'est la mauvaise graine que l'industrie du fitness a plantée en disant regardez tout ce que cet entraînement brûle. Okay. C'est très bien, ça brûle sur le moment, mais nous on veut voir le truc sur le long terme. Okay. Et pas simplement l'entraînement comme un truc qui nous permet de dépenser. On voit l'entraînement comme un truc qui nous permet de construire. Parce qu'en construisant plus, croyez-moi, c'est là qu'on construit un vrai moteur qui nous permet d'avoir des gains sur tous les aspects. L'aspect esthétique, l'aspect performance, l'aspect santé, l'aspect bien-être, l'aspect longévité. C'est ce qu'il faut garder en tête. Alors que détruire, eh bien, c'est le terme en dit long ici, ok? Vous détruisez des calories, ok? C'est encore une fois de façon métaphorique, mais vous détruisez plein d'autres trucs également. Donc votre bonne relation avec l'entraînement, avec la nourriture, vos articulations, etc. Okay, donc gardez ça en tête, je pense que ça peut énormément vous aider. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais voulu connaître plus tôt. Et je suis persuadé que j'aurais été à un tout autre niveau. J'aurais pu rajouter littéralement 50% de plus sur mes performances qu'à l'heure actuelle. Littéralement, j'en suis persuadé. Parce qu'avec tous les va-et-vient que j'ai fait, à cause de toutes ces erreurs-là, eh bien, j'ai pu corriger plein de trucs, bien entendu, mais hey, on est quand même à la traîne,
on a raté un wagon. Ok, donc j'espère que vous allez pouvoir en bénéficier. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit feedback. Si vous êtes jeune et que vous écoutez ça, ça aurait été mon rêve d'avoir le Kesu Show en étant beaucoup plus jeune et en ayant cette faim de vouloir m'entraîner, performer, etc. Donc j'espère que ça pourra vous servir à vous et à vos clients éventuellement si vous êtes un professionnel du sport et de la santé. Je vous invite encore une fois à checker tous les programmes, les liens sont dans la description et toutes les ressources gratuites. Allez checker tout ça les amis, nous on se voit, /parle très bientôt. Peace.